Bonjour à toutes et tous, je suis Florence Blasi, je coordonne le Hub Open Source de Systématique Paris Région qui porte le salon Open Source Expérience qui nous réunit aujourd'hui. Il y a 2 ans, on a lancé un cycle d'ateliers sur les stratégies et modèles économiques de l'open source où offreurs et utilisateurs nous partagent leur expérience terrain, concrète et de façon pragmatique. Le 6e atelier Open Source Business Lab que l'on vous propose aujourd'hui s'inscrit dans la continuité d'un précédent atelier qui s'est intéressé au passage du modèle de service à un modèle éditeur et continuité puisque c'est le cas des 4 offreurs qui vont vous présenter aujourd'hui leur stratégie pour éditer un logiciel en open source. Donc la société BlueMind, la société FactorFX, Centréon et XWiki. Et j'appelle tout de suite Pierre Baudraco pour BlueMind. Merci Florence, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Florence, cet atelier fait partie d'un cycle qu'on a pensé très opérationnel et très terrain. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'études ou de grandes théories sur les modèles open source, qu'est-ce qu'il faut faire. Nous, on est parti du terrain, c'est-à-dire les entrepreneurs qui ont essayé, qui ont lancé des logiciels, qui ont très souvent commencé par des projets, et puis, ah mais maintenant j'en ferai bien un logiciel. Quels sont les écueils qu'ils ont rencontrés, comment ils ont fait face et comment ils ont adapté leur modèle économique. L'atelier numéro 2, qui était le précédent à celui-ci dans la logique, c'était un atelier où on a montré justement comment passer du service à éditeur, comment démarrer un projet et comment, au bout d'un moment, les besoins clients, les besoins d'aller plus loin, vous transforment en éditeur. Et pourquoi il fallait adopter ce modèle pour avoir un bon produit. Et donc aujourd'hui, c'est la suite, c'est 4 sociétés qui avons tous fait ce pas-là. Et donc, on va aujourd'hui vous présenter quels sont notre modèle et quels sont les écueils qu'on a rencontrés. Donc, moi, je représente la société BlueMind. Donc, je suis le président fondateur de BlueMind. Très rapidement, alors je mets le chrono puisqu'on a 10 minutes chacun. Et on va essayer de ne pas dépasser pour que tout le monde ait le même temps. Société créée en 2012. Aujourd'hui, on fait un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros, en assez forte croissance. On est 32 personnes et on était 20 en début d'année. Et la majorité des personnes travaillent à la R&D. Donc en gros, on est une grosse équipe de R&D avec des services pour commerce, marketing, diffuser le produit, accompagner les partenaires. On a plus de 500 clients qui vont de ministères à des grands groupes privés. Alors au niveau du modèle, le logiciel BlueMind est distribué sous licence Affero GPL v3, donc une licence de la FSF. Notre modèle, on a une seule version, donc on n'a pas double version ou double licence, on a une seule version. On a opté, nous, pour avoir en fait c'est essentiellement une fonctionnalité qui n'est pas open source, qui est la connectivité au monde Microsoft. Typiquement, la connectivité à l'Active Directory, sachant que nativement, on a aussi le LDAP, qui peut d'ailleurs fonctionner même un petit peu avec AD. Et puis surtout, notre exclusivité, qui est le support d'Outlook natif, et on est les seuls au monde, à part Microsoft, à avoir été capable d'implémenter le support Outlook, toute la stack de protocoles Microsoft, pour faire marcher Outlook, comme s'ils pensaient qu'ils travaillaient avec Exchange. Et donc ça, ces 2 composants, en gros, aujourd'hui, ne sont pas open source. On est parti du constat pour définir ce modèle, et on va en reparler, c'est que en fait, un client, il ne veut pas un code source, il veut une solution. Presque tous ici, plus ou moins, on a des solutions qui sont plutôt orientées, enfin en tout cas nous, messagerie, pour l'utilisateur final. On n'est pas qu'entre-tech, on ne fait pas un outil pour des techniciens qui vont s'en servir pour bâtir d'autres outils. C'est une solution où on parle à l'utilisateur. Et dans ce contexte-là, les clients qui nous choisissent, en fait, le premier critère, c'est le produit, la qualité du produit. Et donc, les gens, ils veulent une solution qui dure dans le temps, avec laquelle ils soient tranquilles, à un prix raisonnable. Et donc, voilà, ma théorie de base pour monter le modèle, c'est un client, il ne veut pas un code source, c'est une solution. Et donc, on va réfléchir dans le modèle à comment on vend cette solution. Le code source, le produit, il est diffusé, il est open source. On explique comment, d'ailleurs, rebuilder le produit à partir de là. Mais tout l'enjeu, ça va être qu'est-ce que la solution, qu'est-ce que notre offre. Et donc, le principe qu'on a mis derrière ça, c'est, au niveau de la messagerie, ce qu'attendent les gens, c'est de pouvoir avoir une exploitation efficace, sereine et pérenne.
pas juste j'ai installé, ça marche, mais qu'est-ce qui se passe dans le temps, quand il y a des mises à jour, quand il y a des nouvelles versions, quand les producteurs de smartphones font des nouvelles versions. Tout ce marché-là, tout ce monde-là évolue. Comment on suit ça de façon sereine? Alors, quelle est notre offre? Notre offre, c'est une offre de souscription, donc un abonnement par utilisateur. Alors, pour pas les puristes, mais je dirais presque les puristes ou extrémistes, le mot « on vend par utilisateur » souvent ne plaît pas. En fait, c'est la logique de base chez nous. Et d'ailleurs, c'est la logique avec laquelle tous les clients qui nous contactent nous abordent. Bonjour, on est 1000, combien ça coûte? Voilà. Donc, on ne va pas tordre un modèle que tout le monde comprend, qui est le plus lisible et le plus clair pour changer. Donc, c'est une souscription par utilisateur. Qu'est-ce qu'elle comprend? Donc, l'accès au dépôt, où il y a les deux modules, en gros, propriétaires, un premier niveau d'éditeur, et puis un outil qui va vous permettre de simplifier les mises à jour. C'est ça qui va en gros vous permettre de mettre à jour votre solution de messagerie, sachant qu'une mise à jour d'une solution de messagerie, il faut voir, c'est un sujet très compliqué. C'est pas une petite appli, enfin ou une appli web ou une appli Java, c'est X machines virtuelles avec des stacks techniques, d'Elasticsearch, il y a plusieurs bases de données, à des annuaires, à tout un tas de codes, de synchro, de composants qui doivent fonctionner ensemble, de serveurs de messagerie évidemment, de stockage, de transfert ou autre, plus tout le côté IHM. Donc pour garder tout ceci cohérent, et je pense que beaucoup ont dû passer par là. On installe une fois un système un peu compliqué, c'est très bien. La question d'après, c'est comment je mets à jour tout ce que j'ai installé. Et très souvent, c'est là que la problématique arrive. On vend également un support éditeur. On est éditeur, donc on a la souscription. On vend du support pour ceux qui veulent un support supérieur, sachant que le support éditeur, en éditeur, on n'est même pas censé connaître le client. C'est-à-dire que c'est un support par rapport à la version standard. Vous avez un problème, voilà, ce n'est pas un support projet. Et on vend du service qui va être essentiellement soit quelques projets stratégiques que l'on va faire en direct. On reste une petite structure aujourd'hui et on a des clients quand on travaille avec un ministère, très souvent, on n'a pas trop le choix que de travailler en direct, sinon en gros ils ne choisiraient pas. Et souvent aussi, c'est des projets sur lesquels on va avoir un petit impact ou un impact sur la R&D. Ils vont nous faire accélérer sur un sujet ou autre, donc il y a besoin qu'on s'investisse en direct. Et puis c'est de l'expertise accompagnement pour les partenaires, puisque dans notre modèle éditeur, on travaille avec un réseau de partenaires, typiquement FactorFX en est un. Il y en a d'autres ici, comme Ortex ou d'autres dans le salon, c'est eux qui vont vous proposer la mise en œuvre, donc la migration de votre solution ou de messagerie sur Bluemind, qui vont vous proposer des offres hébergées, etc. Et donc nous, on va les accompagner en termes d'expertise, de calibrer, aider à calibrer sur certains gros projets, ou venir compléter certaines fonctionnalités si jamais voilà, il y avait une fonctionnalité critique qui manquait peut-être pour un client. En termes de revenus, aujourd'hui, ce qui illustre bien le modèle, chez Bluemind, on est à peu près à 75% de revenus récurrents. Donc ça, c'est très intéressant. C'est ce qui nous permet d'aborder une année où on sait déjà qu'on va faire au moins aussi bien que l'année d'avant, et donc qu'on va progresser parce qu'on va quand même faire des ventes. Mais c'est très intéressant parce que ça vous permet de stabiliser, de pérenniser une équipe de R&D. Une équipe de R&D, la R&D, c'est du long terme, ça ne vit pas au gré d'un projet, un mois, on a un gros truc, c'est bon, non, ensuite on sort les équipes. Non, la R&D, ça a besoin de stabilité. Il y a des fonctionnalités à développer, il y a surtout toute une stack à maintenir dans le temps. Et plus votre produit évolue, plus la dette technique, l'évolution du socle coûte cher. Et donc, on a vraiment ce besoin de vision long terme. Et donc, ce modèle-là permet ceci. Et puis, un petit peu de service, comme on a dit, pour accompagner. Alors, le qui, chez nous, qui développe, comme beaucoup chez les éditeurs open source, le cœur du produit est quand même développé en très très grande partie, quand ce n'est pas tout, par l'éditeur. Alors on va s'appuyer sur quelques composants. Nous on a quelques composants, typiquement aujourd'hui PostFix et CirrusImap, même si typiquement dans les évolutions on est en train de supprimer CirrusImap pour mettre notre propre gestion beaucoup plus rapide, performante et avoir plus de fonctionnalités. Donc on développe 99% du produit cœur qui représente la majorité de la solution. On a des contributeurs, souvent, alors ça peut être de la traduction, ça peut être aussi des outils complémentaires. On a un contributeur d'ailleurs qui vient chaque année sur notre stand sur le salon avec des goodies. Mais voilà, l'écosystème que l'on va générer autour, c'est plutôt pour développer des plugins, avoir des API, arriver à bien s'interfacer, des gens qui vont nous aider sur le côté interface pour intégrer Bluemind dans d'autres produits. Qui vend? Les partenaires essentiellement. Nous, on va aider
On va mettre à disposition des avant-vendeurs, on va aider sur les ventes stratégiques, mais ce sont les partenaires qui vendent. Qui déploient également, ce sont les partenaires, à l'exception des quelques projets stratégiques que j'ai dit. Et qui supportent, il y a 2 niveaux. Supporter un client en direct, le projet, c'est le partenaire. Donc c'est un logiciel dans un contexte, ce n'est pas le logiciel pur. Et le partenaire va s'appuyer sur nous pour ce qui pourrait revenir au logiciel, en gros des bugs produits. Donc le point clé, il me reste 2 minutes par rapport au temps, important à retenir de mon expérience, sachant que moi, dans une précédente vie, j'avais, pareil, créé un produit qui était en pur mode de service. Donc c'est aussi ce qui m'a mené cette expérience, à voir toutes les limites de ce mode-là. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas devenir éditeur en ne faisant que du service? Alors, il peut y avoir quelques exceptions, mais globalement, c'est le constat. Chez BlueMind, du coup, cette expérience a permis de définir le modèle en même temps que le produit. Quand on a pensé au produit, j'ai pensé au modèle directement. Alors moi, j'avais des techs chez moi qui me disaient « Ah mais non, si le principe de mise à jour, c'est un module qui n'est pas lié, on va nous dire que… » Je dis « Non, non, le client, tant que le prix est raisonnable, tant que le cœur du produit est transparent, et c'est la clé, hein, ce qu'ils veulent, c'est un produit de qualité. Donc on va tout miser sur la qualité du produit. Et le retour des clients aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est votre stratégie, votre produit, il est lisible. Quand une version sort, il y a tout, toute la doc, tous les modules qui vont autour, tous les clients, les Outlook, etc. Tout fonctionne. Et vraiment, c'est vraiment ça qu'on apprécie. Et dans les solutions pensées pour utilisateurs, c'est un petit peu ce que je viens de dire, hein, c'est la qualité du produit, c'est ce qui prime. Ne vous méprenez pas. Le choix se fera d'abord par l'utilisateur. Est-ce que votre produit plaît? Est-ce qu'il séduit la direction? Est-ce qu'il séduit les commerciaux? Est-ce qu'il séduit les VIP? Est-ce qu'il fait le job? Est-ce qu'il va marcher avec l'iPhone du PDG, etc. Donc ça, c'est le point clé. Et pour faire un bon produit, il n'y a pas de secret, il y a un métier, ça s'appelle éditeur. Donc toutes les stratégies d'essayer de maintenant faire du service, on va le contourner. Moi, mon expérience, c'est qu'en général, c'est voué à l'échec. Il faut arriver à assumer ça. Mais par contre, il faut trouver sa clé qui va déclencher la vente de la solution. La vente de la solution, ce n'est pas la vente du code source. Le code source, il est transparent. Mais le client, il n'a pas besoin d'un code source. Il a besoin d'un truc qui marche, qui fait le job, sur lequel il ne va pas avoir à intervenir tout le temps. Et du coup, j'ai pris un dernier exemple qui exprimait ça. Alors, bon, c'est un peu la mode Elon Musk en ce moment, mais c'était avant tous les sujets Twitter, qui exprimait quelque chose que je trouve très réel, qu'on pourrait adapter ici. C'est qu'en fait, passer d'un projet où j'ai une version, un client, etc., je peux tout faire au tournevis à la main, à un produit donc industrialisé avec des dizaines ou centaines de clients, eh bien en fait, c'est beaucoup plus compliqué d'industrialiser et de croître et de passer à l'échelle que de faire un projet. Donc c'est ce qu'il disait, c'est voilà, faire la machine qui fait la machine, c'est 1000 fois plus compliqué que faire le premier proto. Et je m'arrête là pour moi. Voilà. Merci beaucoup Pierre. Et Yannick Seller pour Factor FX. Je mets le chronomètre aussi. C'est 10 minutes. Bonjour à tous. Alors donc moi je suis Yannick Seller, je suis le CEO de Factor FX, donc qui est... c'est moi qui fais le passage. Tac. Ça va être mieux comme ça. Donc CEO d'une structure qui s'appelle Factor FX, qui est un hybride entre intégrateur et éditeur. Pierre en a parlé tout à l'heure sur la partie intégration. Moi, je suis devenu éditeur sur le tard, mais on y viendra tout à l'heure. Très rapidement, pour la Carto, on est 25 collaborateurs, je crois, depuis aujourd'hui. 25% de nos effectifs sont R&D. Quand je dis R&D, là, je parle vraiment de la R&D technique, donc plutôt des développeurs, pour le coup, sur la partie éditeur. On est une structure qui fait 2,5 millions de chiffre d'affaires, pour ceux que ça intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'hybride, aujourd'hui, on fait 40% de ce chiffre d'affaires sur l'édition d'OCS, et en tout cas sur les services associés au modèle d'éditeur d'OCS Inventory. Initialement, OCS Inventory plutôt dédié, c'est un logiciel qui fait de l'inventaire de parc et du télédéploiement. Donc pour le coup, il a plutôt une vocation à être... un logiciel pour les techniciens finalement, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec BlueMind, où l'idée c'est qu'on va vers l'utilisateur final. Nous, on doit plutôt séduire les techniciens et leur rendre la vie plus facile. L'inventaire de parc, ça a du sens quand on a des parcs importants pour le coup. Et donc notre marché était quand même relativement restreint sur les grands parcs, les très grands parcs en France. Et donc on avait plutôt une cible grand compte partagée à 50-50 à peu près entre le public et le privé. Alors, on est là pour parler de modèle.
OCS Inventory, c'est un logiciel donc, qui est 100% open source et qui est édité sous une licence qui est la GPL V3. Pardon. La GPL V3, en fait, contrairement à tout à l'heure, nous, on n'a pas fait le choix de la licence du modèle qu'on a défini, en fait, en même temps que le produit. Parce que le produit, en fait, on ne l'a pas créé au départ, on l'a repris. OCS, c'est un logiciel qui est plus vieux que, je crois même, ma société, pour le coup. Il a été édité, pour la petite histoire, par la Gendarmerie nationale, au départ, qui, à un moment donné, avait, en fait, une réponse à ses propres besoins au travers de l'édition de cette solution. C'était une réponse et quand ils ont fini et qu'ils ont trouvé leur réponse, finalement, ils n'avaient plus de budget pour l'entretenir. Et c'est là que si on voulait continuer, il fallait qu'un éditeur prenne le relais. On a donc pris ce relais, on a hérité de la licence GPL V3 et donc tout le code, tous les plugins et tout ce qui est compris dans le logiciel OCS Inventory est sous licence GPL. Alors on a, comme je vous le disais, on l'est devenu sur le tard. Éditeur. Et donc pour le coup, on n'a pas mis de modèle payant. Et au fil de l'eau, on a essayé de trouver de la rentabilité en rajoutant des abonnements, des formes de business récurrents avec de la valeur ajoutée. Donc ça fait au fil de l'eau, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait vraiment le modèle, je pense que tous les éditeurs open source d'il y a quelques années connaissent ces travers-là. On avait un logiciel qui était gratuit, utilisable par tout le monde, et puis on essayait de vendre du service autour, de la formation, du support. Finalement, plus on fait de support, plus il y a de problèmes. On n'avait pas vraiment cette vraie casquette d'éditeur, et on n'était pas très assis et très assumé finalement sur le côté éditeur d'un logiciel à 100%, même s'il est open source. Donc aujourd'hui, il y a une seule version d'OCS, je vous disais tout à l'heure. Il y a une seule version, mais il y a ce qu'on appelle aussi une version pro. C'est exactement le même code, il est tout à fait ouvert, mais c'est la seule version qui est supportée par l'éditeur, donc nous-mêmes. Et donc la roadmap est participative. Donc en fait, tous nos gros clients vont rentrer dans le process de participation à la roadmap, ce qui fait qu'on reste un logiciel collaboratif pour le coup. Alors, au niveau de l'offre, alors la slide est un peu chargée, mais je pense qu'avec les couleurs, on devrait pouvoir s'en sortir. Comme je vous le dis, on a construit le modèle vraiment au fil de l'eau. On est parti d'une base open source sur laquelle on ajoutait du service, mais la problématique qu'on avait, c'est clairement qu'en faisant que du service, on faisait que du one-shot. Faire du one-shot, c'est bien parce que ça génère du chiffre d'affaires, mais faire de la récurrence, c'est ce qui permet de maintenir des équipes de R&D. Donc on a cherché à faire évoluer le modèle de service donc, vers un modèle où on avait non plus que du one-shot, mais aussi beaucoup de récurrence. Alors, on a la partie on-premise. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une seule version qui est excusez-moi. On a une seule version qui est supportée par l'éditeur, donc une version professionnelle. Et pour le coup, on l'a fait sous forme d'abonnement on-premise. On a de l'autre côté un abonnement à une version SaaS, qui là est une version en fait professionnelle aussi, mais qui est hébergée, donc sur laquelle on va avoir des services et un catalogue de services. Mon Dieu. Alors, excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil de ce que je présentais, mais ça peut arriver. Je reprends le fil. Donc, une version on-premise professionnelle qui est éditée, qui est supportée par l'éditeur, une version SaaS sur laquelle on va avoir un catalogue de services, et on rajoute des formules d'abonnement sur lesquelles... je suis désolé. Je me sens pas très bien, je suis désolé. Non, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, je vais peut-être reprendre après. Va t'asseoir tranquille. Et on te reprend. Merci. Et bien du coup, Julien, tu nous prends la suite. Alors là, on va revenir peut-être à un modèle plus comme BlueMind, mais tu vas nous dire ça.
Bonjour à tous. Donc Julien Mathis, moi je suis CEO de Centréon. Hop, c'est là. Donc Centréon, on est un éditeur de logiciels open source qui fait on délivre une solution de monitoring IT. C'est-à-dire qu'on supervise des serveurs, des réseaux, des bases de données, du cloud, de la S400. On fait le grand écart. On est cloud to edge, comme on dit. Donc on a une zone d'activité très très large. L'entreprise a été créée en 2005. On est aujourd'hui 160 collaborateurs, mais on a embauché 60 personnes cette année. Donc c'est une très belle année pour nous. Et on a un chiffre d'affaires qui sera à fin d'année à environ 17 millions de chiffre d'affaires, 18 millions. Et on a, un peu comme Pierre, 77% du récurrent, du chiffre d'affaires qui est récurrent, ce qui nous permet effectivement de démarrer les années de manière assez sereine. Et notre particularité, c'est qu'on a beaucoup d'utilisateurs open source. On estime à peu près 250 000 entreprises utilisatrices de notre produit. Et on a 900 clients, donc qui est déjà assez important. Mais tout notre sujet à nous, c'est d'essayer de basculer le plus d'utilisateurs naturellement en termes de clients. Voilà. Notre particularité, c'est qu'on est éditeur depuis 17 ans. On n'a jamais fait de levée de fonds. Et on a réussi à gérer notre croissance de A à Z par nos propres moyens. Donc je vais y revenir après. Ce qui est un élément important aussi, c'est comment on finance ce démarrage. Nous, on l'a fait avec du service pendant un certain temps. Et c'est ce qui nous a permis de créer notre stack logiciel, l'éprouver, la rendre beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable. Voilà, donc je vais rentrer dedans. Donc le modèle, on a une solution qui est totalement téléchargeable sur Internet, librement. Toute la base est open source. Donc c'est un mélange de Apache et de GPL-v2. Alors pourquoi GPL-v2 ? Parce qu'en fait, on a forqué une partie on a forqué Nagios, qui était un outil qu'on utilisait à la base pour avoir notre propre indépendance, pour pouvoir aussi innover plus facilement sur le produit. Et donc, on est obligé de garder cette licence. Néanmoins, on change régulièrement le code. On a, je pense, quasiment plus rien. Le son a changé, non ? Je m'entends en écho. Donc, on va dire que le code change petit à petit. Petit à petit, on repasse vers une licence Apache de notre côté. 70% du temps, la R&D est passée sur le développement de la base open source et le reste sur la base payante. En fait, on a une base open source et dessus, on vient greffer des modules additionnels qui ajoutent des fonctionnalités. On a très peu de télémétrie, donc c'est très très libre. Tout le monde peut télécharger le produit librement, l'utiliser librement. On a des indicateurs, c'est pour ça qu'on estime 250 000 utilisateurs, mais on ne sait pas réellement ce qui se passe. Des fois, on a des gens qui viennent nous voir et nous disent depuis 10 ans, j'utilise votre produit. Et on est très fiers, on est très contents. Souvent, la version aussi 10 ans, là, on est moins fiers, parce qu'on se dit là que c'est un petit peu problématique chez eux. Et en fait, l'objectif, c'est de les emmener vers plus de valeur, plus de qualité. On a environ 6000 téléchargements par jour, ce qui fait, on avait calculé à peu près un Centréon qui démarre toutes les 2 minutes. Et notre force, c'est d'avoir de nombreux prescripteurs dans les entreprises qui, finalement, viennent dans une entreprise, installent le produit, le déploient. C'est vraiment une démarche très technique, très compliquée. Souvent, changent d'entreprise et vont ensuite la redéployer Centréon dans une autre entreprise. Voilà, c'est ce qui fait toute notre croissance. Donc, on a à peu près 250 000 utilisateurs dans 60 pays. Et sur la partie vente de software, donc, on a une version payante qui vient se greffer sur la base open source, qui amène plus de fonctionnalités. On la vend sous forme de souscription. Longtemps, on l'a vendu en licence perpétuelle avec du support. Officiellement, on n'en fait plus, sauf pour les cas qu'il les nécessite. Un peu secteur public, de milieu bancaire, ils n'aiment pas trop la souscription. Donc on garde encore cette ligne-là dans notre bon de commande, dans nos bons de commande, mais ce n'est plus du tout ce qu'on veut. Ça nous a longtemps porté, puisqu'en fait la licence perpétuelle permet de créer vraiment un afflux de cash qui permet d'embaucher des équipes, structurer une R&D, un service de support. Mais aujourd'hui, la souscription nous amène le récurrent qui nous emmène vers quelque chose de plus vertueux. On a un support éditeur. Bien sûr, beaucoup de supports se passent aussi sur notre plateforme communautaire. Et on a une plateforme qui permet aux gens de s'entraider, de contourner les points de blocage, de remonter des bugs, etc. Et puis, pour nos clients, on a une équipe Pro Services. Donc, c'est une équipe de consultants d'une quinzaine de personnes. Centréon va uniquement faire des petits projets. Donc, le nombre de jours de projet, c'est environ 5 jours chez nous. Et en fait, derrière, on travaille avec des partenaires qui, eux, ont plus de temps, un business model vraiment dédié aux services. Ils vont pouvoir aussi embaucher plus facilement des équipes pour faire du service. Alors là, souvent, on fait de la vente avec ou ils font directement. Voilà. Je n'ai pas mis de chrono, donc je ne sais pas. Notre offre. Donc, on a une autre offre open source. Les gens font ce qu'ils veulent. C'est du do-it-yourself.
Il n'y a pas de limitation et le support est totalement communautaire. Donc ça, c'est vraiment tout ce que vous pouvez faire librement sur Internet. À savoir que c'est assez compliqué. Comme dit Pierre tout à l'heure, il y a beaucoup de serveurs, il y a des flux à ouvrir, c'est de la supervision, donc on doit être connecté à tout un tas d'équipements sur des réseaux plus ou moins sécurisés, totalement découpés. Donc là, il y a un vrai boulot d'administration système assez complexe. Il y a pas mal de choses à gérer et c'est un peu contraignant. Mais néanmoins, il y a beaucoup d'utilisateurs qui le font parce que c'est très ludique. Souvent, c'est un stagiaire qui commence ça dans un stage de fin d'études. Puis après, ça passe en prod sans savoir réellement comment ça va passer en prod, mais ça reste là et ça marche bien. Nous, ce qu'on a créé, c'est 2 offres additionnelles. La première, c'est la version IT. Donc en fait, c'est tout ce qu'il y a dans l'open source, mais packagé. Donc en fait, vous avez un système de collecte d'informations avec des connecteurs qui vont se connecter aux équipements. Ce qu'on fait, c'est que dans la version open source, on peut les utiliser, mais on doit le faire à la main. Quand vous prenez la version IT, donc vous payez une souscription pour ça, en fonction du nombre de nœuds que vous allez superviser. Et vous avez les 700 indicateurs, 700 connecteurs qui sont prêts à l'emploi. IBM, HP, VMware, Azure, AWS, AS400. Voilà, il y a même des boîtiers super touchy, super connectés que la communauté nous a envoyés, qu'on a packagés. Tout est là. Donc il y a les connecteurs, ils fonctionnent, ils se déploient naturellement par package. Il y a les templates qui se déploient et en plus il y a la discovery. Donc il n'est pas rare des fois sur notre version open source que la discovery renvoie une liste de 6000 VM à nos clients et le client il n'a pas la licence pour les superviser, mais néanmoins il voit tout le potentiel du produit. Le pricing est au nombre d'hosts par palier. Donc on achète 100, 125 hosts, 250, 500, 1000 jusqu'à 40 000. Voilà. Et là, on a un support officiel avec une équipe de support, une quinzaine, vingtaine de personnes chez nous qui sont formées, qui sont dispo pour répondre à nos clients. Et puis, donc là, on s'occupe toujours de la partie très technique, si on remonte des alertes. Et puis, il y a une deuxième partie qui s'adresse plus au management, qui est la partie business, qui elle va permettre de prendre toutes ces données qu'on a collectées et en fait donner de la valeur pour cartographier, faire de la corrélation et faire de l'analytique. Donc finalement, comprendre réellement ce qui se passe derrière. Vous avez une panne. Est-ce que finalement, c'est un serveur qui est tombé et ça impacte une personne, ou si finalement, c'est 30 000 $ à la seconde qui est perdu par l'entreprise. Ça, c'est notre métier, c'est de vraiment donner ces informations aux utilisateurs. Et puis, on a une autre partie qui est arrivée récemment, qui est la partie Cloud Augmented, où en fait, on essaye d'amener de l'intelligence artificielle, mais sans avoir des pétas ou des téras de données chez nos clients. Et donc ça, on le gère, nous, dans un cloud, avec une offre qui s'adapte assez facilement au pricing. Voilà. Et puis, en parallèle de tout ça, on n'a pas arrêté, on continue de faire de la formation, du service, des développements spécifiques, des migrations, tout un tas de petites choses qui permettent finalement de faire avancer l'offre, avancer le produit. Néanmoins, on ne va pas faire des projets de 200 jours, ce n'est pas du tout notre modèle. Alors, qui développe ? Comme Bluemine, on a 99% du produit qui est développé par Centrion, par nous-mêmes. Il n'est pas rare qu'on embauche certains des développeurs open source, parce qu'ils travaillent bien, mais néanmoins aujourd'hui il y a une certaine complexité sur le logiciel pour avoir un niveau de qualité nécessaire, qui est que en fait, la QA, la documentation, etc. ne se fait pas dans un coin. Et donc la plupart du temps, c'est nous qui centralisons quand même beaucoup les développements, qui travaillons avec les équipes et qui réindustrialisons tout ça en interne. Néanmoins, tout le monde peut contribuer et en fait, on a pas mal de plugins, de connecteurs qui arrivent de la part de la communauté, qui sont repackagés chez nous, qui sont dans l'offre standard. Qui vend ? Donc, principalement, c'est nous. On a un chiffre d'affaires direct d'environ 60%, et les partenaires, c'est une activité de 40% chez nous. Donc, nos partenaires sont des VAR ou des distributeurs, ceux qui vendent. Donc, voilà, ils ont une valeur ajoutée à vendre et à déployer. Et en gros, Centrion est ouvert à la création d'un partenariat beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, puisqu'en fait, on sait qu'on se développera à l'international uniquement via les partenaires. Donc aujourd'hui, on a des subsidiaires, enfin des filiales à l'étranger, donc au Luxembourg pour la partie Benelux, en Suisse pour l'Allemagne, Suisse, Autriche, en Italie, et au Canada pour la partie North America. Et c'est là où on fait tout en indirect. Voilà, là, on force le trait pour vraiment tout faire en indirect. Qui déploie ? Alors beaucoup de gens déploient eux-mêmes, mais nous on peut déployer aussi avec nos petites mains, mais à hauteur de 5 jours. Donc souvent on installe, on déploie stratégiquement 2-3 éléments, on montre comment ça fonctionne, et c'est le client qui déploie son projet. Nos partenaires ont plus l'habitude de faire des gros projets, 30, 50, 100 jours, ce qui n'est plus du tout notre modèle économique. Même si on l'a fait pendant 10 ans, on ne sait plus tout ce qu'on fait. Et le support, alors là c'est un mode un peu hybride. À la base on était très précautionneux sur le sujet, on voulait vraiment gérer tous les niveaux de support, donc on a un support niveau 1, niveau 2, niveau 3. Maintenant, on laisse aussi à nos partenaires le soin de faire du niveau 1 et certains du niveau 2, c'est-à-dire qu'ils prennent les problèmes,
il commence à essayer de les contourner, mais quand ça va un peu trop loin, c'est nous qui prenons la suite. Voilà. 1 minute. Waouh. Pour revenir sur l'histoire et sur notre évolution, on est parti nous vraiment en 2005 d'un mode très pur, très open source, très ouvert. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Et donc, on gagnait notre vie uniquement avec du service. Donc là, on a fait une croissance de 10% par an. Et on est arrivé en 2015, on faisait 2,5 millions de chiffre d'affaires. Et on était une trentaine. Et puis, voilà, la difficulté, c'était de staffer les gens. Et puis, de trouver le moyen de redémarrer l'année d'après avec encore un récurrent. Enfin, avec encore de l'activité. En 2015, on a vraiment switché de mode. On est devenu d'une société qui était plus organisée open core, c'est-à-dire qu'on a un produit open source. Et dessus, on vient greffer des modules payants. Ces modules, on les avait développés avant, mais en fait, on avait des concurrents à l'époque, sur la partie 2005-2015, qui étaient des sociétés de services qui utilisaient notre produit et qui vendaient moins cher que nous et qui venaient nous concurrencer. Donc nous, on avait notre petit truc à nous, c'était nos modules qu'on filait aux clients en disant « Si vous bossez avec nous, vous aurez un truc supplémentaire, c'est les modules, et personne d'autre peut vous les donner ». Ce qu'on a fait en 2015, c'est qu'on a commencé à les vendre, puisque finalement, on s'est rendu compte qu'ils voulaient plus de valeur sur ces logiciels, sur ces add-ons, et ça en a en fait défini des nouvelles offres qui sont IT et business que je vous ai présentées juste avant. Donc en fait, on a transformé vraiment le modèle avec toujours l'open source à fond, mais de l'open core qui vient se greffer dessus, un module fonctionnel additif. Et on fait toujours du service. On est passé de 10% de croissance à 35-40 par an. Et puis en 2020, juste avant le Covid, on a acté un changement encore plus fort, c'est de passer vraiment en full récurrent et avoir en plus le cloud. Le cloud, dans notre métier, c'était un peu compliqué. Les gens, ils ont du mal à connecter le cloud avec leur infra interne, leur switch, etc. Ne communiquent pas direct avec le cloud. Donc, c'est un truc assez qu'on a retardé parce que finalement, il n'y a pas une demande forte. Aujourd'hui, il y a une demande forte du cloud pour nous. Les clients y vont, mais encore doucement. Voilà, c'est plus fort, on va dire, à l'international. Donc là, on sort une offre cloud en 2023. On a déjà des clients qui sont dessus, qui tournent, qui testent le produit, qui le valident. Néanmoins, on a un objectif de 50% de notre chiffre d'affaires en 2026 sur l'offre cloud. Et on sait qu'à l'international et pour les partenaires, ça va être aussi un enjeu très fort. Donc, on garde l'on-prem, on garde le cloud et on développe le cloud. Et on sait que demain, ça va être ce modèle-là qui va rester, puisqu'il n'y aura jamais ou on-prem ou cloud. Ça sera un mode hybride. Voilà, donc pour résumer, pendant 10 ans, on a fait du service pour apprendre à grandir, pour définir notre offre. Ensuite, on a basculé vraiment. Au début, on vendait de la licence perpétuelle, et puis après, on a vendu de la souscription. Et puis maintenant, on est dans un mode vraiment un peu plus pur au niveau du récurrent. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Et maintenant, Ludovic pour XWiki. Donc, bonjour. C'est là. Non, je suis parti dans le mauvais sens. Ouais. Alors bonjour, je suis Ludovic Dubost, je suis le PDG et fondateur de XWiki. Chez XWiki, en fait, on a la particularité de faire 2 logiciels. Un premier qui s'appelle XWiki, qui est le nom de la société, parce qu'il a été créé en même temps que la société en 2004, et donc qui a aujourd'hui 18 ans. Et CryptPad, qui est un logiciel qu'on a décidé de faire il y a à peu près 5-6 ans maintenant. On a commencé il y a 5-6 ans à base de technologies qui étaient issues de projets de recherche. Et donc, on a lancé un deuxième produit et on va voir qu'on n'a pas forcément pris les mêmes décisions aussi. Alors, pas seulement pour des raisons de stratégie open source, aussi parce que le marché évolue. Et on est dans un monde qui évolue, on va le voir. Alors, ça fait 18 ans, 45 personnes chez XWiki et 2 millions de chiffre d'affaires. C'est une société à taille humaine, sans investisseurs. Alors, quel type d'open source on fait? Alors, chez XWiki, l'open source, c'est quelque chose d'important. On le fait parce qu'on croit en l'open source. On n'y croit pas uniquement comme c'est un bon business model, c'est une bonne façon de se mettre à vendre. Il y a des avantages et des caractéristiques très intéressantes du point de vue marketing en open source. On a des coûts marketing plus bas que beaucoup de sociétés de propriétaires. On a aussi une R&D, alors même si la majorité du développement est fait par la société,
même quasiment la totalité, il y a quand même une relation à la communauté qui est très intéressante et qui est enrichissante. Mais l'open source, c'est quelque chose qu'on trouve important pour, entre autres, des problématiques de souveraineté numérique, personnelle, européenne, et de concurrence. Moi, j'ai vécu dans des sociétés qui ont été en concurrence. J'ai travaillé chez Netscape. On s'est retrouvé face à la concurrence de Microsoft, à leur domination. Et c'est quelque chose qui m'a pas plu. Et j'ai préféré aller dans un modèle qui changeait un peu les règles du jeu. Et donc, faire de l'open source, c'était important. Pour autant, il faut gagner de l'argent. Mais pour nous, c'était important de ne pas aller vers des modèles open core où on va mettre une partie propriétaire. Puisque le cœur de l'activité de la société, c'est de faire de l'open source. Et notre objectif, c'est de ne pas réduire l'open source qu'on crée. On veut créer un maximum d'open source. Alors le logiciel de base est gratuit. Alors il est important de comprendre que les logiciels XWiki, CryptPad sont dans le domaine du collaboratif. Et on est dans un modèle où il y a beaucoup de freemium. On ne peut pas s'abstraire des stratégies de freemium dans notre domaine. Si vous prenez un Slack, aujourd'hui, vous avez des offres gratuites. Ils permettent aux gens de l'utiliser gratuitement. Google Docs, on peut l'utiliser gratuitement au départ. Donc on est dans un monde de stratégie freemium. Et donc il est important d'avoir aussi un logiciel de base qui est gratuit, facile à utiliser. Il y a une grosse pression des utilisateurs sur le fait que ça marche. C'est-à-dire que dès que ça ne marche pas, l'utilisateur, il abandonne très très vite, il passe à autre chose. Et donc, il est important d'avoir des solutions qui vont marcher. Alors, il ne faut pas forcément qu'elles fassent tout, mais ils doivent réussir à faire des choses de base avec. Et on a décidé d'avoir une stratégie de modules payants open source. Donc, c'est-à-dire que le code est open source, mais on ne les package pas sous forme de binaire gratuit. On les prend par l'App Store de XWiki, directement dans le logiciel. On peut étendre le logiciel par des modules payants. On aurait pu rendre ces modules propriétaires, mais justement, on a fait volontairement le choix de ne pas le faire. Et en fait, on n'a pas vu la différence. C'est-à-dire que fondamentalement, personne s'est amusé à repackager nos logiciels, nos versions open source sous version gratuite. On a une roadmap ouverte. Donc ça veut dire que c'est une communauté ouverte, on peut venir participer à tout moment. Voilà. Et sur CryptPad, alors un point intéressant, c'est que on a décidé d'avoir un SaaS freemium. Donc si vous allez sur cryptpad.fr, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Et par rapport au type de logiciel que c'est important puisqu'on est dans un domaine en très très forte concurrence où il est très très difficile de remplacer les solutions concurrentes. Un CryptPad, c'est de l'édition collaborative temps réel. Les concurrents, c'est Google Docs, Office 365. Donc on se retrouve face à des acteurs qui sont extrêmement dominants dans leur domaine, voire on ne peut pas imaginer qu'ils vont être remplacés immédiatement. Ils vont être utilisés à côté, en plus de ces outils qui sont souvent déjà fournis par les grandes entreprises. Alors, en termes de revenus, comme Centréon, on a commencé pas mal par le service. XWiki, c'est un logiciel qu'on ne va pas forcément utiliser tel quel. On va le configurer, on va l'adapter aux besoins de l'entreprise. C'est par rapport à une problématique de knowledge management. Et donc, le service a été quelque chose qui nous a justement beaucoup aidé à nous développer. Et au début, on était à 80-90% de services dans le business d'XWiki. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 40%, enfin, on n'est plus qu'à 40% de services et on a 40% de support. On a aussi 20% de SaaS sur notre offre. Et en fait, même dans nos services, on a une part significative de nos services qui sont en fait du financement de roadmap. C'est-à-dire qu'on essaye de rediriger le plus possible du service vers de l'amélioration du produit. D'ailleurs, finalement, vous voulez quelque chose de spécifique, est-ce que c'est vraiment spécifique? Si on peut, on ne le fait pas en spécifique, on le fait comme une amélioration du produit, et on le fait faire par l'équipe produit dans le cadre de la roadmap. Et cette année, par exemple, on a un client qui nous finance quasiment, qui nous préempte 80% de notre roadmap. Hop, je suis parti dans le mauvais sens. Alors, on est principalement développé par XWiki, mais on a des financements des clients. Donc la contribution, elle est plus dans le modèle aussi de relation qu'on a avec les clients. Ce qui est intéressant avec l'open source, c'est qu'on peut avoir un modèle gagnant-gagnant. En fait, ce que les clients apprécient aussi dans le modèle open source, c'est l'idée d'avoir un peu plus le contrôle que face aux éditeurs propriétaires. En fait, il y a une énorme frustration des clients du manque de contrôle qu'ils ont sur les éditeurs propriétaires. Et comme le dit Pierre, les clients, ils veulent des solutions.
Ils veulent pas que ça soit gratuit. C'est pas la priorité. Ce qu'ils veulent, c'est que ça marche. Par contre, ils veulent pas non plus qu'on les roule ou qu'on les roule dans la farine. Et donc, ce qu'ils veulent pas, c'est qu'on leur dise ça coûte X, et puis ensuite, 5 ans plus tard, bah, ça coûte 10X ou 5X. Et c'est ce qui se passe en fait avec les logiciels propriétaires et les offres SaaS. Il y a beaucoup d'offres SaaS qui commencent avec des offres extrêmement avantageuses, voire gratuites. Et puis petit à petit, on monte les prix, on ferme, on augmente le prix, etc. Et ça, c'est quelque chose que le client n'apprécie pas. Mais si on rentre dans une relation avec le client qui est une relation de transparence et on lui donne un certain pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de s'en aller et de dire bah, si vous commencez à nous faire des offres qui ne sont pas acceptables, on a la possibilité de s'en aller, mais en fait, ils ne s'en vont pas. Et eux, ils ont besoin que ça marche et que ce soit garanti par des fournisseurs professionnels qui vous garantissent que ça marche. C'est ça la priorité. Donc, ils n'ont aucune envie de ne pas vous payer. Par contre, il peut y avoir des phénomènes où, s'il est possible de ne pas payer du tout, c'est-à-dire que si finalement le client se dit mais quel est le service exactement que j'ai, si le logiciel marche trop bien, qu'il n'y a pas besoin de support, il peut se dire bah, finalement, est-ce qu'il y a vraiment besoin de payer? Et c'est là où les modules payants sont utiles à créer une petite relation qui dit bon ben là finalement il n'y a pas le choix, on est obligé de payer. En fait on paye le module payant, mais en réalité ce qu'on paye c'est la totalité de la solution. Et si le prix est raisonnable, il n'y a pas de problème avec les clients. Et ça, on l'a appris au début, on n'avait pas ces modules payants. Ça nous rendait plus difficile les discussions autour du support. Et en fait, en rajoutant ces modules payants, on a pu faciliter beaucoup plus la relation avec les clients. Ça nous a permis aussi d'avoir un débat avec les clients sur le financement d'un produit open source. C'est-à-dire le fait que c'était pas gratuit de le développer. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens, ils se disent oh tiens, ben, c'est gratuit, donc ça marche, donc c'est bon. Mais en fait, ils n'ont aucune idée de comment ça se passe effectivement chez l'éditeur, les efforts qui sont faits pour avoir toute cette offre qui est faite. Et donc, le fait d'avoir cette discussion sur les modules payants, sur le modèle économique, sur comment ça fonctionne, a permis d'avoir des relations aussi plus saines avec les clients en leur expliquant comment ça fonctionne, comment on arrive à financer le logiciel et à faire les choses. Ça nous a permis aussi, par exemple, de décider de faire des offres de support 3 ans. Et en faisant ça, on a créé aussi des financements à plus long terme pour l'entreprise. Une autre chose qu'on a fait qui est extrêmement intéressante, que je trouve extrêmement intéressante, c'est de dire si vous voulez du service et pas de support, bah, vous allez payer le service 50% plus cher. Et en fait, rien qu'en faisant ça aussi, on a créé le débat avec le client. Bah finalement, oui, très bien, vous voulez du service, vous pensez que le logiciel est gratuit, qu'il se fait tout seul. Bah non, mais vous allez contribuer par le fait de payer plus cher ce service. Et en faisant ça, ça marche assez bien. Alors, côté CryptPad, on a du SaaS freemium et on fait de la vente en ligne aux individus et on a des offres packagées pour les petites entreprises. Donc, on est plutôt dans une démarche de vente en cloud aux individus. Alors, l'évolution, comment ça va? Alors, le support et le service, et ça a été dit par mes collègues, c'est quelque chose qui nous a permis de nous développer, entre autres de nous développer sans financement, et ça c'est quelque chose qui est très important, mais on voit qu'à un moment donné, bah, s'il y a plus de demandes des clients, on n'est pas capable de répondre. Et c'est difficile de scaler. Alors ça serait intéressant de passer par des partenaires, mais ce n'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que créer une bonne relation et un bon partenariat avec les partenaires n'est pas quelque chose qui est facile. Nous, on a vu que ça nous coupait un peu de la relation avec les clients et que dans nos types de logiciels, c'était important aussi d'avoir une relation avec les clients pour comprendre comment faire évoluer le logiciel. Donc la partie partenariat, c'est quelque chose qui n'est pas facile, qu'on veut faire pour autant. Donc pareil un peu pour l'international. En Allemagne, aujourd'hui, on commence à monter des partenariats, mais il fallait aussi que le logiciel atteigne une certaine maturité pour commencer à arriver à créer ces partenariats. Donc on a de plus en plus de ventes de support. Les applications payantes sont un point d'entrée et c'est quelque chose de vraiment important dans la stratégie d'XWiki. Et on a un SaaS qui est aussi en croissance. Alors le SaaS, c'est un modèle extrêmement intéressant. Pour XWiki, c'en est un. Alors il ne faut cependant pas négliger la complexité du SaaS. Nous, on a des offres SaaS face aux clients américains. On se prend les questionnaires de sécurité qui font 400 pages. On a eu un questionnaire de 500 questions où il fallait tout faire, crypter, chiffrer 5 fois les données. Enfin, c'était extrêmement complexe. Et à la fin, en fait, ils disent bah, finalement, en fait, c'est en Europe, on ne peut pas. Donc, il ne faut pas croire que le SaaS, c'est quelque chose de si facile que ça. Ça coûte cher. Il faut le mettre en œuvre. Par contre, ça a été quand même très important dans notre stratégie parce qu'en mettant un SaaS facile à tester, ça a généré un système de démo très simple. Et donc, chez XWiki,
Vous allez sur XWiki, vous créez un XWiki en test pendant 30 jours en 5 minutes et vous avez votre wiki et vous pouvez tester. Et ça nous fait un cycle de démo beaucoup plus simple pour les clients plutôt que d'installer chez eux, ce qui est plutôt l'apanage des techniciens. Alors sur CryptPad, on est en pur SaaS finalement. Alors on peut installer CryptPad chacun sur ses serveurs, mais on laisse faire ça, et ça c'est plutôt une démarche de liberté et de mise à disposition du logiciel aux activistes, aux individus et aux gens qui veulent se débrouiller. Mais la stratégie aujourd'hui de vente, elle est d'abord vers le SaaS. Alors après, on est en train de développer aussi une stratégie d'entreprise. Mais pour pouvoir développer une stratégie d'entreprise sur CryptPad, on avait besoin que ce logiciel aussi gagne en maturité. Et c'est le SaaS qui nous permet de le faire. Alors pourquoi pour CryptPad, c'est une bonne stratégie? C'est qu'on a mis dans CryptPad aussi, et dans CryptPad, naturellement, il y a une stratégie de viralité. Donc c'est un freemium qui fait que vous créez un pad, vous le passez à vos amis, et il y a une stratégie de viralité, et donc ça nous crée une base utilisateur et fait connaître le logiciel dans un domaine, je rappelle, est extrêmement concurrentiel. Mais on est en train d'aller vers des offres entreprises aujourd'hui, mais il fallait atteindre cette maturité. Voilà. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Pierre, est-ce que tu saurais dire quelques mots sur Factor? Parce qu'on n'a pas récupéré Yannick, comme c'est un de tes partenaires, sans refaire toute leur présentation. Ouais, non, ça... Je crois qu'on en était là. Ici, merci. Ah, il y en a qui suivent. Alors, ce qui est intéressant, important chez Yannick, mais d'ailleurs, c'est quand même très flagrant de voir la proximité, les réflexions communes qu'on peut avoir. Et tous les sujets de quel est le point qui a fait que moi je suis plutôt parti comme ça, lui plus ça, par rapport aux spécificités de marché, de solutions, on les retrouve. J'étais frappé, je n'avais pas remarqué de noter, mais même en termes de chiffres, on est assez proche. L'évolution, les 10%, 2,5 millions au bout de 2005 à 2015, 10 ans, les autres, nous, on a à peu près 10 ans, on est à 2,5 millions. Enfin, on voit vraiment une tendance générale. Enfin, et donc, voilà. Donc, ce cycle, c'est vraiment pour ça, pour tous ceux qui réfléchissent, qui se posent des questions. Et sur Factor, dans ce que disait Yannick, une de leurs particularités, c'est que OCS, donc en tant qu'éditeur d'OCS, leur cible, c'est pas tout le monde, c'est essentiellement les très grandes entreprises. Donc leur cible, elle se compte, alors pas sur le doigt d'une main, mais c'est peut-être 100 entreprises ou, en France sur lesquelles eux vont pouvoir intervenir. Du coup, c'est plus compliqué de travailler avec des partenaires, alors des partenaires que commerciaux, mais de monter vraiment un réseau de distribution. Et donc eux, comme il l'a dit, vivent beaucoup du service, le produit open source, et ils vivent du service. Mais ils réfléchissent, comme tout le monde, à ensuite comment j'arrive à stabiliser un revenu un peu récurrent, parce que je crois que c'est Ludovic et Julien l'ont dit, le service c'est bien, sauf que quand on arrive à la fin d'un contrat, quid? Qu'est-ce qu'on fait de toutes les équipes en place? Est-ce que chaque année c'est rebelote, on repart à la course à l'échalote, etc. Ça c'est compliqué pour avoir quelque chose pérenne, stable dans le temps. Et donc voilà, FactorFX sont aussi en train de réfléchir à comment compléter leur modèle. Je m'inspire un petit peu en même temps. Entre supports, bon, j'avais discuté avec lui, mais là, je n'avais pas vu ses slides, donc c'est un peu plus compliqué. Ah oui, voilà, et la partie partenaire, par contre, qui est compliquée en France, parce qu'on va dire s'il y a 100 clients, élever un partenaire, parce que ça coûte très cher un partenaire, et Ludovic l'a dit ou autre. Moi, j'ai entendu ton chiffre aussi, Julien, 40% de chiffres à l'indirect, donc 60% direct, alors que vous avez 17 millions, tout un réseau, etc. Quand on monte un partenaire, vous avez un produit, il ne faut pas se dire, ça y est, tout le monde va vendre. Non, non, au début, c'est vous qui vendez et c'est le partenaire qui a le revenu. Je caricature un peu, mais c'est comme ça. Et tout l'enjeu, c'est de les rendre autonomes, de faire en sorte qu'ils passent du temps sur le produit, qu'ils en parlent, qu'ils le vendent et que les projets, ils arrivent à être de plus en plus autonomes. Mais tout ça, c'est des années, c'est beaucoup de temps. Donc, c'est un vrai investissement. Et donc, FactorFX, en France, ils font par eux-mêmes. Par contre, à l'étranger, effectivement, c'est différent. Quand on fait du service, souvent, c'est local. Une boîte allemande a peu de chances de venir interroger FactorFX pour venir faire son projet. Et donc là, la nature de trouver des partenaires est différente. S'appuyer sur un partenaire local, d'ailleurs, peu importe service ou distribution, d'avoir des partenaires locaux, c'est très important.
Mais voilà, et puis, bon, ils réfléchissent à une offre SaaS, mais ça, je ne suis pas trop capable d'en parler. Et comme beaucoup, refonte complète du logiciel en 2023, c'est quelque chose aussi qui pousse, en fait, à aller au modèle d'éditeur. C'est que quand on démarre, on fait du service, en gros, on a un projet, on a peu de clients. C'est pas très compliqué, il y a un petit problème, on va chez le client, on met deux coups de tournevis, etc. Quand on commence à avoir 10, 30 clients, c'est un peu plus compliqué si on a 30 versions différentes, ce qui arrive hein, dans la vraie vie. Bon, mais ça devient compliqué. Quand vous passez à 100, parce que j'ai vu ton nombre de clients aussi, 100, 200 clients, ça, c'est plus possible. Donc, vous êtes beaucoup plus rigoureux. Tous les process de qualité, de je sors le truc, il doit marcher, et c'est pas, ben, ça marche pas trop, mais je vais aller au tournevis arranger, ça, c'est plus possible. Et ça engendre beaucoup de choses technologiquement, qualité, techniquement derrière. Et ensuite, quand vous avez beaucoup de clients et une stack qui a pas mal d'années, ben, tout le maintien de la stack, de la dette technique, ben, nous, typiquement, on est en train de supprimer Cirrusimap parce qu'il nous limite trop. Julien, tu disais ben, la compatibilité avec Nagios ou autre qui était là. Longtemps, effectivement, on a perdu du temps. Mais il fallait le faire. Voilà, il fallait le faire au début, mais après, il a changé parce que ça devient trop limitant. Et tous ces travaux-là, en fait, on s'aperçoit que ça prend beaucoup plus de temps que développer des nouvelles features. C'est-à-dire maintenir l'ensemble sur X versions, les rétrocompatibilités, les mises à jour, les migrations, etc. Donc tout ça... Plus le temps passe, plus le modèle éditeur en fait s'impose et tout le cycle de modèle d'atelier modèle économique. On a parlé des éditeurs, il y a aussi d'autres choses, mais et pour parler concrètement de tous ces sujets. Pareil, on est 4 sociétés, on est 3 où le nom de la société c'est le nom du produit. Ça aussi, quand vous êtes éditeur, quand vous êtes service, non. Centron s'appelait Mérétis avant. Et puis, comme beaucoup, moi c'était ma deuxième société, donc là, je me suis dit non, je vais être éditeur, nom du produit égale nom de société. C'est pareil, sauf si vous êtes multiproduit. Mais ça, c'est un facteur clé parce que dès que vous communiquez, ben faire un mail avec @Mérétis, ça ne parle pas forcément. On me demandait si je connaissais les développeurs de Centrion. Voilà, par exemple. Alors que c'est quand même une boîte assez connue. Et ça, c'est vraiment des éléments clés pour aider à grossir. Et donc, tous ces sujets-là, partenariat, nom, modèle, part de service, etc., c'est les sujets qu'on aborde lors du cycle de façon très concrète. Hein. On ne parle pas de la grande théorie communautaire, etc. C'est le retour terrain qu'on ensuite confronte avec le côté théorique. Ça, c'est bien, mais dans la réalité, ben, ça ne marche pas, hein, comme vous l'avez vu. Au bout d'un certain temps, le modèle open source, c'est que du service avec de la formation, du support et des projets. Mais on ne connaît pas beaucoup d'éditeurs au bout de pas mal d'années qui en sont restés à ce modèle-là. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qu'on continue d'aborder. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Merci à tous. Je rappelle juste que vous avez, parce qu'on va devoir, je crois qu'on n'a pas le temps pour des questions, hein, Elisa, on va devoir laisser la place aux autres. Je vous rappelle juste que du coup, vous pourrez retrouver les 4 sociétés et les 4 chefs d'entreprise aussi sur le stand. Ils ont tous un stand sur le salon, donc n'hésitez pas à passer les voir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez une sacrée masterclass là.